sur cette table ronde autour de la data. La donnée est-elle le pétrole de demain? La data, est-ce le pétrole de demain? Alors évidemment, c'est un sujet qui remplit les pages des magazines IT, des pages de magazines numériques. Et en 30 minutes, ça va être pas simple de résumer ce sujet parce qu'évidemment, la data, c'est l'avenir de l'économie. Et en tout cas, vous l'entendez sans doute. Pour en parler, Corinne No. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour. Donc Corinne No est responsable du Lab IA. IA pour intelligence artificielle. On rappelle que le Lab IA dépend de la Technopole d'Orléans. Tout à fait. Qui est une association financée par la métropole et les fonds FEDER, les fonds européens, donc l'Europe. Et vous avez en charge la gestion du labo, le lieu totem du numérique à Orléans, de Agreen Tech Valley, qui est un autre lieu totem. Alors, je ne suis pas tout à fait en charge de cette Non, mais la Technopole. La Technopole, oui, est en charge de beaucoup de choses, effectivement, voilà. au lieu totem labo. Et que le Lab IA est un portail dont vous allez nous parler dans quelques instants. À vos côtés, Alexandre Millet, bonjour. Bonjour. Alexandre arrive de Paris. Il est en charge, ou plutôt adjoint au responsable du département Open Innovation à Pôle emploi. Exactement. Il y a un département Open Innovation à Pôle emploi. Il y a un département Open Innovation, effectivement, où on fait beaucoup de choses autour de la donnée et du travail avec des partenaires ou des fournisseurs de services. D'accord, et vous allez nous expliquer tout ça. Donc la donnée, une mine d'or. Et nous a rejoint sur ce plateau Mélodie Fourès. Bonjour Mélodie. Bonjour. Donc Mélodie est chargée de mission à DevOps, l'agence économique de la région Centre-Val de Loire, chargée de mission transition numérique. Et vous êtes avec nous pour nous parler donc de la donnée, ou en tout cas comment une institution peut impulser des projets. Je commence tout de suite avec vous, Alexandre Millet. Vous êtes le data de cette étape, ou le data de cette table ronde. Vous multipliez les données, puisque chaque fois qu'un demandeur d'emploi se connecte sur le service de Pôle emploi, et on rappelle qu'il y a environ 3 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi à différents degrés, hein, évidemment. Même si cette catégorie a tendance à baisser, mais 3 millions de personnes, ça fait un maximum de données. Combien de données par jour? Alors, combien de données par jour? C'est très difficile à évaluer. Donc, je n'ai pas de réponse particulière sur ces chiffres. En revanche, si on devait comparer donc, les données au pétrole, nous avons un très très beau puits qui est très inexploité pour l'instant. Et justement, on travaille au fait de remettre à disposition du grand public, des usagers de Pôle emploi, mais aussi de tous les citoyens, ces données pour pouvoir en faire des usages réels, concrets, et donc servir de ce pétrole. Si vous ne savez pas le nombre de données ou de lignes de données qu'il y a dans les arcanes de Pôle emploi, ou en tout cas sur vos data centers, est-ce que vous pouvez nous en donner des catégories déjà? Qu'est-ce que vous avez comme type de données? Donc on en a beaucoup, mais ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'il y a une partie qu'on exploite, et c'est peut-être ça qui va être le plus intéressant aujourd'hui. Donc sur les données qu'on exploite, on a tout ce qui va se rapporter justement à la personne, au demandeur d'emploi ou à l'ancien demandeur d'emploi qui reste dans nos systèmes. Donc toutes les données personnelles pour l'identifier, et également toutes les données qui vont traiter à son dossier chez Pôle emploi. Donc ses anciens employeurs, son expérience professionnelle, sa formation, tout ce qui va avoir trait à son CV, tout ce qui va avoir trait aussi à ses données sur l'indemnisation par Pôle emploi. Donc on a un énorme jeu de données comme ça. Et on a aussi beaucoup de données qui sont plutôt de la macro-donnée statistique sur le marché de l'emploi, les secteurs en tension, et donc ce genre d'information beaucoup plus vaste et pour le coup qui est public. Alors, quand vous dites nous exploitons déjà une partie de nos données, par exemple, je pense quand vous en parlez, je pense au fameux BMO qui intéresse beaucoup les journalistes, les besoins en main-d'œuvre, les BMO qui sont publiés tous les débuts de printemps à peu près pour l'année en cours, qui indiquent en fait quels sont les secteurs en tension. Et c'est ces données-là justement dont vous parlez que vous exploitez? Alors, celles-là, on les exploite chez Pôle emploi, mais pas dans mon département pour le coup. Oui. Effectivement, ça se fait partie des données qui sont publiques, et donc on est plutôt dans le système d'open data réellement, plutôt que de l'open innovation. Effectivement, elles sont disponibles sur le site pôle emploi.org. D'accord. Alors, toutes ces données, donc cette masse de données fournissent
on va dire, une photographie ou en tout cas un état des lieux du marché du travail. Et c'est pour ça que vous dites, ou vous semblez regretter, ces données ne sont pas exploitées. Alors, elles le sont. Ensuite, est-ce qu'elles pourraient l'être plus? Oui, toujours. Et justement, on y travaille alors, dans mon département, en particulier avec la mise à disposition des API. Donc les API, il faut voir ça un peu comme des tuyaux de données qui sont mises à disposition pour certaines de tout le monde, des API qui sont publiques. Alors, on rappelle qu'API, c'est un anglicisme, hein, c'est un mot anglais plutôt, même qui veut dire Applicated Program Interface, enfin quelque chose comme ça, qui permet en fait, vous traduisez par tuyau, en fait, tuyau qui permet ou robinet finalement. Ou robinet qui permet d'avoir accès à une série de données. C'est bien ça. Et donc on en a plusieurs, on en a 72 actuellement des API, donc c'est 72 tuyaux de données qui portent chacune des données différentes. Donc comme certaines de ces API sont publiques, n'importe qui peut y accéder en passant par la plateforme pôle-emploi.io. Pôle-emploi.io. IO, exactement. Voilà. Et une partie de ces API sont d'usage restreint, c'est-à-dire celles en particulier qui emportent les données à caractère personnel de nos usagers. Et celles-ci sont donc toujours soumises à consentement de l'usager. Je vais vous donner un cas d'exemple. La régie de transport de Toulouse, qui s'appelle TCO, propose des tarifs préférentiels pour les demandeurs d'emploi. Et ces API permettent justement à n'importe quel demandeur d'emploi de se connecter avec son login mot de passe Pôle emploi sur le site de TCO pour bénéficier automatiquement du tarif réduit. La manière dont ça se passe techniquement derrière, c'est que nous transmettons à TCO le statut du demandeur d'emploi. Donc une fois que la personne s'est connectée avec son login mot de passe et a donné l'autorisation que nous le fassions, et ce qui permet de justifier immédiatement auprès de la régie de transport que la personne est éligible à ce titre à tarif réduit. D'accord. Donc en fait, ça évite la phase procédurière, on va dire, d'amener, de faire confirmer son statut. En fait, les machines parlent entre elles. C'est bien ça. Et non seulement c'est immédiat, et en plus c'est sécurisé puisqu'il n'y a pas de fraude possible. Ça veut dire que la régie de transport est au courant immédiatement que c'est Pôle emploi qui a certifié ce statut de demandeur d'emploi. Et donc du coup, on pense aux autorités organisatrices de transport. Est-ce que pour l'instant vous en avez une qui a recours à ce service? Est-ce que d'autres peuvent être logiquement intéressés? Alors sur le principe, oui, bien sûr, on est ouvert, on cherche toujours des nouveaux partenariats. On a aussi une autre initiative, pour le coup beaucoup plus locale, sur la région d'Orléans, puisque nous travaillons sur un autre jeu de données complètement avec Tao Keolis. Alors pour l'instant c'est toujours en projet, donc je ne peux pas vous en donner beaucoup de détails, mais pour mettre à disposition dans les tramways d'Orléans des offres d'emploi disponibles chaque jour. D'accord, donc quand je circule dans le tramway, quand je suis à tel arrêt, par exemple Cathédrale, Martroi, ou je ne sais pas quel est le nom de l'arrêt qui est juste dans la rue à côté de chez nous, là, ou plutôt l'arrêt qui est derrière nous, où il y a beaucoup de magasins. Là, il y aura les annonces des magasins, en l'occurrence, qui s'afficheront dans le tram. Pas tout à fait. On va plutôt parler des annonces qui sont sur la ligne, puisque l'objectif, c'est de pouvoir démontrer auprès des personnes qui prennent cette ligne de tram, par exemple, qu'en allant un peu plus loin que là où ils vont d'habitude, ils vont trouver du travail 4 ou 5 arrêts plus loin. D'accord, c'est pour inciter à la mobilité. C'est pour inciter à la mobilité et justement montrer que parfois, on est juste à 10 minutes de plus par rapport à nos habitudes de trouver un emploi intéressant. Très bien. Bonne initiative. Et là, c'est pareil, c'est un exemple qui demande à être dupliqué, j'imagine. Et comment vous y prenez? Parce que vous êtes derrière les ordis et derrière les datas. Pôle emploi n'a pas vraiment de service commercial pour aller démarcher les collectivités locales. Alors, nous avons aussi des services de partenariat et de développement de partenariat avec les collectivités. On a surtout les directions régionales et directions territoriales de Pôle emploi qui mènent des partenariats au niveau local. Les agences également peuvent mener des partenariats. Et pour le coup, sur ce partenariat avec Keolis, qui est encore au stade de la préparation pour une expérimentation, on veut vérifier justement si ce modèle de mettre à disposition des annonces va accélérer le retour à l'emploi. Donc ceci, ça a été mis en place justement avec l'aide de la direction régionale du Centre Val-de-Loire, voilà, qui nous a mis en relation avec Keolis sur ce sujet. Très bien. Et Keolis étant, je crois, devant la RATP, en tout cas au nombre de villes, comme exploitant des transports publics.
il y a moyen que ce soit dupliqué ailleurs, puisque c'est une très bonne idée. Alors, il y a quand même différentes catégories de données. Je reviens à la question un peu initiale. Puisque quand on est demandeur d'emploi, on renseigne beaucoup de renseignements, de détails personnels. Jusqu'à quel degré vous pouvez divulguer les données que vous possédez ? Alors, au niveau des données personnelles, à part de très rares exceptions, comme par exemple travailler avec certains ministères, les données sont toujours soumises à consentement. Ça veut dire qu'on ne va pas fournir de listing de demandeurs d'emploi à une entreprise qui voudrait simplement pouvoir les piocher dedans. Ce qu'on va faire, c'est plutôt faciliter la mise en place de la création de services à destination des demandeurs d'emploi, en leur permettant individuellement de transmettre les données aux services en question. On a par exemple sur le site emploistore.fr tout un tas de services qui sont connectés via ce dispositif Pôle emploi Connect, qui ressemble un peu à France Connect, et qui permet justement de, par exemple, transmettre toutes les données qu'on a sur le CV chez Pôle emploi auprès d'un service de création de CV, qui est externe à Pôle emploi. Ce qui permet de commencer non pas avec une page blanche, mais avec déjà un formulaire pré-rempli pour aller terminer son CV, nouvelle version auprès de ce service-là. On rappelle le nom de ce site internet ? Alors, Pôle emploi, Pôle Store, emploi.store ? Emploi-store.fr. Emploi-store.fr, qui est donc une sorte d'aide à la... C'est un annuaire de services à disposition des demandeurs d'emploi, mais aussi des personnes qui sont en activité et qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, qui voudraient faire une reconversion, par exemple, ou tout simplement étudier leurs options. Voilà, donc deuxième site internet intéressant, emploi-store.fr. Je ne connaissais pas, merci. Après pôle-emploi.io. Alors, une autre question sur le Pôle emploi et la mise à disposition de ces données. J'imagine que ça peut intéresser les agences d'intérim qui, surtout dans cette période de tension, de pénurie, sont à la recherche de profils. On sait que des demandeurs d'emploi parfois n'osent plus aller dans les agences d'intérim ou ne veulent pas pour différentes raisons. Est-ce que vous avez des contacts avec le monde de l'intérim ? Oui, à plusieurs niveaux. Et il y a une expérimentation qui vient d'être ou qui est en train d'être débutée, qui pour le coup n'est pas dans mon département, donc je n'ai pas autant d'informations à vous partager malheureusement, qui vise justement à mettre à disposition des profils de demandeurs d'emploi qui se disent intéressés par justement les missions temporaires, de manière à pouvoir justement aller faire des propositions d'embauche à ces personnes-là, des propositions de mission à ces personnes-là. D'accord, donc pour l'instant, c'est une expérimentation. C'est une expérimentation. Ça n'existe pas encore tout à fait. C'est en train de se mettre en place. Ça se met en place. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé déjà. National ? National. On peut préciser le territoire où ça se déroule ou c'est national ? C'est national. National. Oui. Avec donc des acteurs de l'intérim au niveau national. C'est bien ça. Très bien. Merci beaucoup Alexandre Millet. Voilà, si vous avez des questions sur les jeux de données, les datas dont Pôle emploi dispose et comment Pôle emploi depuis le dernier trimestre 2021 tente de se mettre en ordre de marche à travers un nouveau service, le département Open Innovation de Pôle emploi, pour essayer d'externaliser ces données, si j'ai bien compris. C'est un petit peu... Petite nuance, le département Open Innovation existe depuis 7 ans à peu près. Alors, donc c'est pas une nouveauté absolue, c'est moi qui suis assez récent dans ce département. C'est vous qui l'avez rejoint, d'accord. J'ai rejoint il y a 2 ans. Juste important, peut-être, vous êtes combien dans ce département ? Nous sommes 17 actuellement avec quelques petits recrutements en cours. D'accord. Et donc, voilà, vous avez des travaux lancés autour de la data, si j'ai bien compris, et si on peut résumer. Très bien. Donc, à votre droite et à votre gauche pour le public, Corinne No. Corinne No, je reviens vers vous. Donc, le Lab IA, on rappelle que Lab pour diminutif de laboratoire et IA pour l'acronyme de... Intelligence artificielle. Voilà, laboratoire d'intelligence artificielle, auquel vous avez accolé évidemment Loire-Vallée, avec Vallée EY à la fin, puisqu'on aime bien les anglicismes, on l'a vu dans la table ronde précédente, les anglicismes sont monnaie courante dans le numérique, et pourquoi s'en priver ? Donc voilà, ia-loirevallée.fr. Qu'est-ce que recouvre, et plutôt d'abord, avant de savoir ce que ça recouvre, le Lab IA est le résultat d'une enquête, vous me disiez. Oui, tout à fait. En fait, au cours de l'année 2020, qui était une année propice à la réflexion, on a lancé une enquête auprès de toute la région.
Et cette enquête était à destination des entreprises, des structures éventuellement également. Et dans cette enquête, on était en train de recenser le besoin réel en IA. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que les entreprises attendaient, qu'est-ce qu'elles cherchaient, qu'est-ce qu'elles avaient besoin, pourquoi elles ne se lançaient pas en IA, c'était quoi les freins, pour pouvoir justement apporter une réponse à ce besoin. Donc ça, c'était en 2020 et parallèlement, on a également répondu à un appel à projet. Et cet appel à projet a fait que a généré la création en 2021 de ce Labia Loire-Vallée, qui est un centre de ressources partagé autour de la donnée. Et avant de m'en parler, quels sont les résultats de l'enquête? On sait pertinemment, hein, même sans enquête, que les dirigeants de PME, hein, qui sont les plus nombreux dans la région, il y a plus de PME et de TPE, c'est-à-dire de petites et moyennes entreprises et de très petites entreprises que de grandes entreprises. Il y en a beaucoup plus. Et quelles sont leurs attentes face à l'intelligence artificielle ? Alors que ce soit des petites structures ou des grandes structures, c'est un peu identique quand même parce qu'ils ont des attentes, ils ont des projets, ils ont envie d'y aller, mais ils ne savent pas comment faire. En fait, c'est ça le vrai problème, c'est comment se lancer, par quoi commencer. C'est un peu comme disait monsieur, des données on en a, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va les traiter? Est-ce qu'elles sont bien récoltées? Est-ce qu'elles sont exploitables? Enfin voilà, on se pose beaucoup de questions et on se pose tellement de questions que du coup on n'y va pas. Et le but aussi du Labia, c'est d'essayer justement de faire aller les gens vers ces projets-là. Très bien. Donc, je fais la grimace parce que juste derrière vous, j'ai failli assister à un accident. Alors, ça me... Voilà. Il y a encore des voitures et des vélos qui se croisent sans se voir. C'est triste. D'accord. Donc, le Labia est lancé à partir de cette enquête. Vous constituez quoi? Une équipe? Vous constituez... Alors, le financement a été obtenu en février 2021 et dès on va dire le feu vert, on a effectivement recruté une première data scientist parce que pour faire de la data science, il faut des data scientists. Moi, comme vous l'avez dit, je suis responsable opérationnel, je ne suis pas data scientist, mais depuis 2 ans, je suis baignée dans cet environnement et on avait vraiment constaté que ce qu'il fallait, c'était sensibiliser les gens et la rendre accessible, cette IA, c'est-à-dire qu'on n'en ait plus peur. Donc, la data scientist, elle est vraiment là pour faire de la data science et moi, mon rôle, il est plus justement pour essayer de vulgariser un peu le concept et de le rendre accessible. Alors justement, vulgarisez-nous l'IA et qu'est-ce qu'on range dans IA, dans intelligence artificielle? Alors, comme vous l'avez dit, dans l'ABIA, il y a IA, mais avant de parler d'IA, on va parler de la donnée. Donc, on est vraiment là pour justement donner de la valeur ajoutée à cette donnée qui est souvent mal exploitée. On l'a vu à travers l'enquête, mal exploitée ou peu exploitée, ou comme vous disiez, on pourrait mieux faire. Donc, on est vraiment dans les premiers rendez-vous là pour discuter avec le chef d'entreprise ou le chef de projet de qu'est-ce qu'il a comme data, qu'est-ce qu'il a comme problème aussi, parce que parfois il a des problèmes à résoudre et on peut peut-être résoudre en exploitant cette donnée. Donc voilà, voir un petit peu avec lui, creuser un petit peu avec lui, débroussailler le terrain, comme on pourrait dire, pour voir qu'est-ce qu'il est possible en fait de faire et puis de progresser à ses côtés. Donc ça, c'est les premiers rendez-vous, c'est les échanges, on dirait un diagnostic. Et après, quand on a identifié qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces données, et là, notre rôle, c'est de proposer des feuilles de route diverses et variées, avec des jalons, des étapes, parce que c'est des projets qui peuvent être parfois longs. Donc il faut jalonner par des points d'étape, avec des livrables, et puis faire montrer aux chefs d'entreprise ou aux chefs de projet que étape après étape, on avance avec lui, donc il comprend ce qu'on fait et petit à petit, on va vers plus de valeur ajoutée et donc vers de l'IA aussi. Avant de parler même du mot, on emmène progressivement en fait les gens vers ce stade. Alors ça, c'est on va dire le cadre. Et est-ce qu'il y a des exemples pratiques qui rentrent dans ce cadre? Est-ce que on peut citer notamment le cas d'entreprise, mais pas que, j'imagine. Peut-être que des collectivités s'y intéressent, mais en tout cas un cas d'entreprise. Alors, un cas d'usage. Des cas d'usage, il y en a. Alors, je dirais que depuis 1 an, on a vu beaucoup de personnes, mais toutes des personnes et des projets différents. Donc, on va en prendre un, par exemple, qui a accepté de témoigner il n'y a pas très longtemps aussi lors d'une conférence, qui est une start-up du labo, justement, qui avait un vrai problème. Alors, oui, ils sont éditeurs de logiciels et ils veulent optimiser le chargement d'un camion. Donc, quand les caisses sont toutes carrées comme vos petites choses-là, voilà, c'est assez facile à entasser et à optimiser dans un camion. Dès que ça se complique, que les collines ne sont plus de la même taille, qu'en plus il faut prévoir peut-être que celui du fond, il va être sorti en dernier ou en premier,
Je dirais que c'est comme n'importe quel problème. Quand vous avez quelques paramètres, un cerveau humain peut résoudre rapidement le problème. Dès que vous avez plusieurs paramètres et des milliers, le cerveau, on va dire intelligence artificielle, peut prendre le relais beaucoup plus facilement et mieux comprendre et mieux optimiser, ou en tout cas beaucoup plus rapidement qu'un être humain. On donne le nom de cette start-up? Bien sûr, Kinsas. Elle est d'ailleurs au labo. Oui, alors elle est au labo. Puis sur notre site internet, ils ont accepté de la projection en fait, d'un témoignage qu'ils avaient donné. Et même sur notre lettre technopolitaine, à la Technopole, on a souvent l'habitude de faire des témoignages clients. Ils ont accepté très gentiment d'expliquer qu'ils étaient devant un problème et que l'accompagnement du Labia a permis justement de résoudre ce problème petit à petit et de monter en compétence au sein de l'entreprise, voire même d'obtenir un financement grâce à l'accompagnement de la Technopole aussi, qui est là pour, on va dire, accompagner tous nos porteurs de projets et nos startups et nos PME pour essayer de faciliter la vie de ces chefs d'entreprise. Et très concrètement, donc, votre accompagnement a permis de lever un verrou, ils ont débloqué quelque chose? Alors, ils sont en train, tout à fait. Alors, l'entreprise en question a recruté, enfin, on a aidé à recruter un alternant pour cette entreprise, donc un data scientist, compétences qu'ils n'avaient pas en interne et compétences qui avaient besoin d'un expert métier. Donc, eux sont experts de leur métier. Nous, en tant que coaching data scientist, on est experts en data science et je dirais que bien entouré, l'alternant a bien progressé. Et là, il est à la conception d'algorithmes qui vont très rapidement être opérationnel et apporter, je l'espère de tout cœur, beaucoup de business à cette entreprise. Qui est donc éditrice d'une solution, Kinsas, éditrice d'une solution de logistique pour les transporteurs. Très bien, très bel exemple et ça donne envie d'en savoir plus sur Kinsas, évidemment. Alors, le Labia et l'intégration, ou plutôt fait partie d'un environnement plus vaste à l'échelle de la région. Alors peut-être que vous pouvez m'en parler, mais je vais me tourner vers Mélodie Fourez tout d'abord, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Voilà. Donc Mélodie, vous venez nous parler de ce que la région, en tout cas DevUp, puisque je rappelle que vous êtes chargé de mission à l'agence économique du Conseil régional, DevUp, et que vous sollicitez l'Europe à travers un dossier pour être intégré à l'European Digital Innovation Hub, l'EDI, European Digital Innovation Hub, ou en tout cas le hub d'innovation digitale européen, si je renverse tout et en français. De quoi s'agit-il, Mélodie? Alors, avant de parler de ce projet en particulier, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que nous, en tant qu'agence de développement économique, notre objectif, c'est d'accompagner l'ensemble des entités qu'on peut avoir sur notre territoire, et notamment les entreprises, mais aussi les collectivités, dans ces transitions, les transitions notamment numériques, mais écologiques. Donc, on a essayé de bâtir un environnement qui est propice avec l'ensemble des compétences qu'on peut avoir sur le territoire. Et effectivement, le Labia fait partie des centres de compétences qu'on souhaite promouvoir autour de cette initiative, mais on peut parler aussi du crédit industrie, gérer toutes les compétences et toutes les datas qu'on peut avoir en open data qui sont accessibles. Je pense qu'on va en parler sur la table ronde suivante avec notamment l'initiative Climate Data Hub. Donc en fait, la région nous a missionné en tant qu'agence de développement économique pour réfléchir avec l'ensemble des partenaires sur quelle était un petit peu la brique qui manquait ou comment est-ce qu'on pouvait accélérer ce processus de transformation numérique auprès des entreprises et des collectivités notamment. Et donc, avec l'opportunité d'un appel à projet de la Commission européenne, on a créé effectivement ce projet de Loire Valley Data Hub. Alors on a repris le terme Loire Valley, alors on a essayé d'avoir aussi une cohérence un peu territoriale. Vous avez la Digital Loire Valley, vous avez le Lab IA Loire Valley, donc on est toujours dans cette dynamique aussi pour créer des marqueurs auprès des bénéficiaires, donc autour du développement et de l'innovation, notamment dans les pôles de compétitivité qu'on peut avoir, qui sont les priorités de la région en matière d'innovation. Alors peut-être qu'on ne va pas raconter l'intégralité du dossier que vous avez déposé auprès de la Commission européenne, mais dites-nous ce qu'attend l'Europe et en rapport avec le titre de cette table ronde, la donnée est-elle le pétrole de demain ? Qu'est-ce que l'Europe attend et comment l'Union européenne voit le sujet en fait? Alors sur ce sujet-là, comme je vous disais, on est sur
un accès en fait pour les parties prenantes aux compétences et aux meilleurs, on va dire, de l'innovation en matière de numérique. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de rendre cet écosystème visible, lisible, compréhensible, et puis aussi, parce que l'Europe va nous apporter un cofinancement à la hauteur de 50% du projet, d'avoir aussi des personnes. On l'a entendu avec le témoignage de Corinne, il y a tout ce temps de prise de conscience des dirigeants, de savoir la valeur de ce qu'ils ont, notamment en termes de données, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience. Et aujourd'hui, on est dans une économie qui devient de plus en plus servicielle, et donc il est de leur intérêt de service, ouais. Voilà, il est de leur intérêt d'utiliser toutes les données qu'ils possèdent déjà pour créer des nouveaux services et créer de la valeur. Et qui dit valeur dit emploi et développement de notre écosystème. Donc c'est ça qu'on souhaite promouvoir au sein de cette initiative, qui est un barbarisme, hein, EDIH, à la limite, peu importe le titre. L'idée, c'est qu'ils aient accès à l'ensemble des compétences qu'on peut avoir sur le territoire et au-delà du territoire, puisque ces EDIH vont pouvoir fonctionner aussi en réseau. Donc, par exemple, nous, on travaille notamment avec la Green Tech Valley sur des questions agroécologiques. On travaille avec des partenaires italiens. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir bénéficier des meilleures compétences qui peuvent se trouver peut-être parfois en dehors de notre territoire, mais de les apporter et de les rendre accessibles à nos entreprises. Et puis aussi, pour des entreprises, par exemple, italiennes, de montrer tout l'intérêt qu'on peut avoir et toutes les compétences d'expérimentation, notamment, qu'on peut avoir sur le territoire régional. Et on est quand même dans un objectif de développement économique. Donc, si on peut les implanter chez nous, on aura tout gagné. Oui, justement, vous parlez de l'Italie et je ne sais pas quel est le partenaire, mais souvent, un projet européen est financé quand il y a au moins 3, 4, voire 5 pays qui sont autour de la table pour mener un projet européen et pas seulement un projet France et encore moins région centre. Donc, est-ce qu'on peut citer les autres partenaires et quels sont les 2, 3 objectifs qu'ils ont trouvés en commun ? Alors là, on est vraiment sur des phases initiales. Donc là, avec les partenaires étrangers, on est plutôt on apprend à se connaître pour pouvoir travailler ensemble une fois qu'on aura, on l'espère, tous été labellisés. Donc ça, on attend les résultats. Malheureusement, j'ai pas de bonnes nouvelles à annoncer aujourd'hui. Mais là, l'avantage de ce projet européen, European Digital Innovation Hub, c'est d'avoir un financement avec des partenaires uniquement locaux. Donc on est vraiment à donner des moyens à notre échelon régional avec nos partenaires pour pouvoir accompagner nos entreprises. Voilà. Très bien. Bon, est-ce qu'il y a des questions diverses et variées à nos interlocuteurs donc, autour de la donnée, la donnée est-elle le pétrole de demain? Alors, on a beaucoup parlé des données autour du marché du travail. Alors, je suppose que je vais revenir vers vous, Alexandre Millet, donc adjoint au responsable du département Open Innovation à Pôle emploi. Une question toute simple, quand on met toutes ces données qui sont accessibles au grand public, en tout cas la plupart, comment vous obtenez le consentement des demandeurs d'emploi? Jusqu'à quel degré ou à quel niveau le consentement est-il validé? Où est-ce que se situe le critère exactement? Alors, le critère est assez simple, c'est basé sur la RGPD, donc la Réglementation Générale de Protection des Données européenne, qui vient poser comme principe que toute donnée à caractère personnel, et sauf quelques exceptions particulières, doivent être soumises pour tout ce qui va être transfert, collecte, etc., au consentement de la personne concernée. En l'occurrence, oui, sur les données publiques, nous n'avons que des données statistiques. Donc aucune donnée permettant d'identifier une personne. Toutes les données qui permettent justement, qui sont de niveau personnel, sont soumises au consentement de la personne en question, qui va, en général, en rentrant son identifiant et son mot de passe Pôle emploi, prouver qu'il donne son consentement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va transmettre les données vers l'entreprise, la start-up, le service qui va les utiliser, en général, pour fournir un service à la personne en question. Bon, très bien sur cette question-là. J'ai une autre petite question qui concerne encore
Pôle emploi, on a parlé des agences d'intérim, on n'a pas parlé de votre organisme de tutelle, le ministère du Travail. Il peut se dire, le ministère du Travail peut se dire, nous les données on les exploite, pourquoi les sortir? Enfin, quelle a été sa position au ministère du Travail, ou est-ce que c'est lui justement qui a poussé sur le bouton en disant ouvrez et libérez les données? Parce que lui, il les utilise déjà. On rappelle qu'il y a des organismes au sein du ministère du Travail qui font des études très poussées. Je pense à la DARES, qui est la direction, je ne sais plus quel est l'acronyme, mais qui est pour nous les journalistes et pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie, un outil formidable. Donc les données sont déjà exploitées. Alors, les données sont exploitées, mais elles sont exploitées sous l'angle justement institutionnel, sous les besoins qu'on peut avoir au niveau national. Elles ne l'étaient pas du tout au niveau public, dans le sens les entreprises ou les particuliers ne pouvaient pas avoir accès à ces données. Donc il y a une initiative de la part du gouvernement qui s'est mise en place depuis quelques années, il me semble que le point de départ c'était en 2015, de mémoire, avec justement le principe de la mise à disposition des données des citoyens envers les citoyens eux-mêmes ou le grand public pour pouvoir les réexploiter et en faire quelque chose. Oui, c'est un mouvement européen même, l'open data. Oui. Ça a été inspiré par l'Europe. Je ne sais pas si une des autres interlocutrices veut en parler. Oui, c'est un mouvement européen que les acteurs publics mettent sur la table leurs données pour que ça génère de l'activité. Et l'État français a relayé. Une partie d'activité, une partie de transparence également. Puisque ça permet de restituer finalement aux citoyens leurs propres données. Donc voilà, on est simplement dans un prêté pour un rendu, si vous voulez, mais si possible en l'exploitant et en faisant quelque chose de plus sympa. Donc là, on est un peu à l'ébauche d'une nouvelle ère. Oui, Mélodie Fourez. Oui, en fait, ce que je voulais, par rapport à votre remarque sur les données, ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'une donnée, une fois qu'elle est utilisée, elle est réutilisable en fait. Et en fonction, c'est l'organisation, et Corinne pourra certainement en parler mieux que moi, mais du coup, il y a plein d'initiatives qui peuvent être prises à partir de cette grosse base de données en fonction de quelle nature de données on utilise. Et c'est là où il y a de la création de valeur qui peut être faite, parce qu'en fonction de l'objet social d'une entreprise, et avec ces données qui sont anonymes, c'est important de le dire, il n'y a pas c'est pas cibler une personne en particulier, c'est en fonction de cette masse d'informations qu'on peut créer de nouveaux services, comme vous avez pu le préciser tout à l'heure. Oui, juste pour donner un petit chiffre, sur les données que nous avons dans nos API Pôle emploi, nous avons actuellement environ 350 services qui les utilisent. Donc 350 entreprises qui vont remettre à disposition du grand public ces données, avec les services associés. Et donc un métier dont on entend beaucoup parler, dont on a un petit peu précisé les contours lors de la table ronde précédente, le data scientist, puisque tout à l'heure, la Wild Code School intervenait et nous disait ce qu'était un data scientist, mais peut-être qu'on peut rappeler, peut-être Corinne No, votre data scientist en alternance, son profil ou son parcours, comment on devient data scientist et c'est quoi un data scientist? Alors, c'est pas forcément moi la plus à même à répondre à cette question. Cela dit, notre data scientist, dont on parlait tout à l'heure chez Kinsas, est un donc spécialiste de la donnée. Alors, il n'était pas data scientist en fait. Il avait des compétences en mathématiques, des compétences en statistiques et des compétences en logistique en l'occurrence. Et c'est justement sa formation qui va faire qu'il va devenir data scientist et qui va exploiter les données. Mais un data scientist, il a ces trois compétences-là en fait. Il a des connaissances en mathématiques, des connaissances en statistiques, des connaissances en informatique. Et c'est, je dirais, la réunion de toutes ces compétences qui fait que à un moment donné, il devient data scientist parce qu'il exploite de la donnée, il crée des algorithmes et il va plus loin dans sa recherche. Et juste pour répondre aussi sur votre autre question de tout à l'heure, parce que j'ai laissé mes collègues la répondre, sur l'open data, alors je sais qu'après on doit parler de climat, mais par exemple, une des plus connues du grand public, c'est les données de la météo. Les données de la météo, elles sont aussi disponibles. Et n'importe quel data scientist qui, à un moment donné, a un projet sur un produit spécifique qui réagit, par exemple, différemment en fonction de la météo, va utiliser ces datas-là qui sont disponibles pour croiser avec ses propres données qui font qu'il va voir l'influence, par exemple, de la météo sur la réaction de son produit. Vous pensez aux vendeurs de glace ? Pas forcément, mais non, mais voilà, c'est pour dire que l'open data, évidemment, les offres d'emploi, les demandeurs d'emploi, c'est riche en données. La météo, enfin, je dirais des séries de données, il y en a de tout type dans tous les secteurs, exploitables et croisables à l'infini, ce qui fait qu'effectivement, la valeur ajoutée, elle peut vraiment être imaginée de toutes les façons possibles. Même question, Alexandre Millet, sur le data scientist, le spécialiste de la donnée aujourd'hui qui intègre la plupart des organisations, entreprises, pouvoirs publics.
On voit que là, c'est en alternance chez Kinsas, mais partout ailleurs, j'imagine que à Pôle emploi aussi, vous en recrutez? Alors, nous en avons quelques-uns, mais plutôt dans les services informatiques et innovation. De notre côté, dans mon équipe, non. Par contre, on travaille avec vos interlocuteurs, oui. Alors, c'est ça. Oui, ou en tout cas, ils font partie des équipes de nos interlocuteurs. Effectivement, quand on fournit des jeux de données, on les fournit à des personnes qui sont capables de les exploiter, de naviguer, d'aller réfléchir justement à des usages et ensuite concevoir les solutions qui vont avec. Et donc un data scientist, c'est bien plus qu'un pro d'Excel, du logiciel. J'aimerais bien que ce soit la même chose, parce que je m'en sors à peu près sur Excel, mais je suis très loin d'être un data scientist. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des attendus ou des points qui n'ont pas été évoqués? Non. Moi, je veux bien qu'on parle d'un point supplémentaire. On a parlé tout à l'heure du Lab IA Loire-Vallée, qui possède son site internet où vous pourrez donc surfer et naviguer, voir un petit peu qui on est. Je voulais parler du portail IA Loire-Vallée, qui en adresse c'est ia-loirevallée.fr. Vous voyez, on est toujours dans la même continuité. Et c'est un portail en fait qui recense toutes les initiatives en région centre, en Val-de-Loire. Et sur ce portail, vous pouvez trouver plein de choses. Alors, on est aujourd'hui ouvert au grand public, donc il y a un quiz ludique qui peut vous aider à mieux comprendre justement ce que c'est que l'IA et de manière ludique. Donc c'est assez rigolo à faire, je vous encourage à le faire. Mais il y a également des choses beaucoup plus sérieuses qui sont par exemple une cartographie de toutes les formations de la région centre. Il y en a de nombreuses. Il y a même des MOOC, je crois, de mémoire. Donc beaucoup de mines d'infos. Vous avez aussi des portraits d'acteurs significatifs. Les MOOC qui sont des cours en ligne. Hein. Oui, des cours en ligne, pardon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les écoles, toutes les formations possibles. Donc, il y a toute une cartographie. Il y a aussi une cartographie d'acteurs significatifs. J'étais en train de vous dire qu'il y a des portraits. Alors, je ne veux pas dire de VIP, mais de personnes qui parlent d'intelligence artificielle, qui font de l'intelligence artificielle au quotidien. Des gens connus dans la région, des gens moins connus, donc que je vous encourage à découvrir. Des projets. Il y a aussi tout un outil qui permet de faire du tri sur les laboratoires de recherche, sur les prestataires en IA. L'écosystème, tu le disais tout à l'heure, Mélodie, mais l'écosystème Région Centre est très riche. Il y a beaucoup de choses autour de la donnée, autour de la data. Et le but de ce portail-là aussi, c'était de montrer à tous, au grand public et aux entreprises, qui peuvent trouver des compétences en région. Et ça, c'est important de le redire aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. C'est le thème justement de la table ronde suivante. On rappelle les quelques sites internet que vous avez donnés. D'abord, un site internet que je ne connaissais pas et qui est accessible à tout le monde sur les outils pour la recherche d'emploi, emploi-store.fr. C'est bien ça. Voilà. Et puis l'autre sur les données. Et l'autre sur les données, mais pas que, c'est aussi pour tout ce qui est collaboration justement autour de l'open innovation. Donc c'est pôle emploi.io. Très bien, pôle emploi.io. Merci à tous les trois.